Bonjour à tous. Déjà une rapide présentation. Je m'appelle Guillaume Lelarge, je travaille à Dalibo depuis beaucoup trop longtemps, 2007. Et moi, je vais vous parler de Max Connections. Le fichier de configuration de Postgres, il contient 200, 300 paramètres, mais je vais me focaliser sur un seul paramètre, qui est le Max Connections, que je suppose que vous connaissez déjà à peu près tous. On parlera un petit peu d'autres paramètres qui sont en lien avec ce paramètre-là, mais on va vraiment focaliser sur ce paramètre-là, le Max Connections. Alors pourquoi focaliser spécifiquement sur ce paramètre-là? Tout simplement parce que c'est un paramètre qui est assez difficile à configurer finement. C'est un paramètre qui est très connu, mais sur lequel on peut dire quand même pas mal de choses, des choses qui ne sont pas forcément connues de prime abord. Et c'est aussi un paramètre qui est assez peu aimé. Il est assez peu aimé notamment parce que c'est un des rares paramètres pour lequel, pour prendre en compte sa modification, il va falloir redémarrer Postgres. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, redémarrer Postgres sur une production. Voilà. Donc, on va commencer avec une petite définition de Max Connections, une définition qui vient vraiment complètement de la documentation. Max Connections, c'est le nombre maximum de connexions que vous pouvez faire à Postgres. Alors, ce n'est pas vraiment une définition assez précise. Plus exactement, je préfère dire que c'est le nombre maximum de sessions à PostgreSQL à un instant T. La valeur par défaut, elle est de 100. Et je pense que sur 90% des clients chez qui je vais, on me dit 100, c'est pas assez, il faut mettre beaucoup plus. Et généralement, je vois des valeurs un peu plus hautes que 100. Mais en fait, la valeur de 100, généralement, elle convient par défaut et parfois même, on aurait plutôt intérêt à la mettre en dessous. De toute façon, généralement, la valeur par défaut, ce n'est pas celle qui nous intéresse réellement. On veut bien optimiser notre petit serveur Postgres et on veut mettre une valeur spécifique pour nous. Donc, on souhaite changer sa valeur. Mais changer sa valeur, ça va avoir des conséquences à plusieurs niveaux. Notamment sur tout ce qui est ressources matérielles que vous utilisez. Vous allez avoir des impacts sur les ressources en termes de mémoire et sur les ressources en termes de CPU. L'impact mémoire, déjà, pour commencer. L'impact mémoire, vous allez l'avoir à deux niveaux, à la fois sur la mémoire partagée et sur la mémoire privée. Sur la mémoire partagée, assez bizarrement, plus vous allez augmenter la valeur de Max Connections, plus la quantité de mémoire partagée qu'il va falloir allouer par Postgres va être importante. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez des structures qui sont allouées au démarrage de Postgres en mémoire partagée qui dépendent en fait du nombre de slots de connexion que vous acceptez à avoir. Que ce soit pour la gestion des verrous, que ce soit pour récupérer un certain nombre de métriques, notamment la liste des requêtes qui sont en cours d'exécution. Tout ça va dépendre en fait, la quantité de mémoire qui va être utilisée pour ça va dépendre de la valeur de votre Max Connections. Et donc j'ai fait des tests sur une version 17 avec une configuration de base où je n'ai modifié que le Max Connections. Alors, on passe assez facilement d'une valeur assez basse. Si on est sur un Max Connection à 10, on est qu'à 139 mégas de mémoire qui est allouée pour la partie mémoire partagée. Et puis plus vous augmentez, plus vous aurez une mémoire partagée importante qui est allouée sans rien changer aux autres paramètres. On est bien d'accord, je ne change que le Max Connections. Alors, ce n'est pas parce que j'ai fait des tests avec 100 000 qu'il faut mettre un Max Connections à 100 000. Je vous déconseille, ça ne marche pas bien. Mais au moins, ça démarre et on peut voir quelle quantité de mémoire on utilise. Et puis, ça montre bien en fait que vraiment, on va progressivement prendre de plus en plus de mémoire partagée. On va avoir aussi un impact sur la mémoire privée. Une session en soi, quand elle n'exécute rien, elle ne va pas consommer de mémoire ou elle va en consommer très peu. Par contre, une session qui exécute une requête, elle va consommer de la mémoire et une mémoire qui peut être de plus en plus importante suivant ce qu'elle va réaliser. Si votre requête a besoin de faire des tris sur des grosses volumétries, vous allez allouer notamment une partie de mémoire qui correspond au paramètre workmem. Si vous faites des vacuums, si vous faites des créations d'index, si vous ajoutez des clés étrangères, on utilisera un autre paramètre qui est maintenance workmem et on allouera cette mémoire le temps de l'exécution de la requête.
Donc en soi, une session en elle-même, ce n'est pas parce que je vais avoir un max connections à 1000 par exemple, que je vais consommer immédiatement plus de mémoire en mémoire privée. Ça ne sera consommé que si j'ai des utilisateurs qui sont connectés et qui exécutent des requêtes. Mais si je mets un max connections à 1000, c'est parce que je suppose quand même que je vais avoir ces utilisateurs qui vont se connecter et qui vont exécuter un certain travail. Donc au final, la mémoire privée totale va être potentiellement plus importante si vous avez un max connections qui est gros. Et la conclusion directement derrière, après ça, c'est que généralement, lorsque vous augmentez max connections, ce qu'on s'attend à voir, c'est que vous diminuez aussi la valeur de workmem de façon à peu près équivalente. Vous allez avoir aussi un impact au niveau CPU. Une session connectée, c'est au niveau de Postgres un processus. Et même, je dirais, à partir de la version 9.6, c'est au moins un processus, voire plus. Parce que lorsque vous allez avoir des requêtes particulièrement complexes à exécuter et qui vont demander de la parallélisation, ben vous allez avoir plusieurs processus qui vont être exécutés. Un processus, ça s'exécute sur un CPU. Plus vous allez avoir de processus qui sont exécutés et donc de requêtes qui sont exécutées, plus vous aurez besoin de CPU pour répondre rapidement à ces différentes requêtes. Alors ça ne veut pas dire que vous devez avoir obligatoirement nombre de sessions ou de processus équivalent au nombre de CPU, parce que sinon ce ne serait pas possible. Un CPU, lui, est capable de s'occuper de plusieurs requêtes en même temps, en pseudo-même temps, en multiplexant l'exécution de ces différentes requêtes. Mais ça va avoir quand même un impact. Si vous augmentez max connection, c'est que vous vous attendez à avoir plus de sessions connectées en même temps, plus de sessions qui exécutent des requêtes en même temps, et donc potentiellement, vous avez besoin de plus de CPU. Alors, ce n'est pas parce que vous avez un max connections à 2000 que vous allez avoir automatiquement 2000 processus directement exécutés. Les processus ne sont lancés qu'à partir du moment où il y a une connexion qui est faite et que cette connexion, elle est maintenue. De toute façon, même si vous avez 2000 processus parce que vous avez 2000 connexions à un instant T, ça ne veut pas dire que ces processus, ils consomment réellement du CPU. Vous pouvez très bien avoir 1000 connexions et 800 connexions qui se tournent les pouces parce qu'il n'y a aucune requête à exécuter. Donc tout dépend en fait de la complexité de la requête. Alors là, je vais sortir une petite lapalissade. Une requête simple sera rapide à traiter, une requête complexe sera plus longue à traiter. C'est évident. Évidemment, plus vous allez avoir de requêtes simples à traiter, plus un seul CPU pourra être capable de gérer ces différentes requêtes pratiquement simultanément. Mais si vous avez des requêtes assez complexes à exécuter, des requêtes avec des calculs statistiques, avec des calculs géographiques, avec quelque chose qui est beaucoup plus intensif en CPU, bah plus vous allez avoir des latences qui vont arriver sur toutes les requêtes que vous exécutez. On va essayer de grapher ça un petit peu. Donc, suivant un certain nombre de graphes que j'ai pu avoir, ça c'est ce que j'ai eu chez un client notamment. Là c'est un graphe qui m'indique en fait le nombre de connexions qu'il y avait à l'instant T sur une journée complète. On voit d'ailleurs que l'activité principalement elle est quand même sur les horaires de bureau, entre 8h et 19h à la rigueur, mais que le reste dans la nuit, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Un graphe comme ça, c'est généralement la preuve que vous avez un pooleur de connexion qui maintient un pool de connexion en permanence, qui est une activité ou pas. Et au moment où il y a plus d'activité, vous commencez à avoir de nouvelles connexions qui arrivent, d'où les espèces de petits pics que vous avez là, et puis le gros pic ici, entre 13h et 14h. Ça, ce graphe en soi, ça ne me dit pas grand-chose. En termes de consommation de ressources, notamment au niveau CPU, ça ne me dit pas si la machine est vraiment chargée ou pas. J'utilise plus de connexions. Je suis encore assez loin des 500 connexions maximum qui sont configurées dans mon PostgreSQL.conf, mais je consomme quand même. Mais je ne sais pas exactement ce que je consomme. Est-ce que ces 250 connexions-là consomment plus de CPU que les 50-60 connexions ici? J'en sais rien. Parce qu'en fait, je ne sais pas ce qu'elles font, ces sessions, à ce moment-là. Peut-être qu'ici, j'ai 250 utilisateurs, mais il n'y en a que 200 qui ne font rien et 50 qui exécutent des requêtes. Peut-être qu'ici, il y en a en fait 60 qui exécutent des requêtes sur les 60 connexions qui sont faites. Donc un graphe qui m'indique simplement le nombre de connexions, ça ne m'indique pas réellement si mon système il est chargé ou pas.
Ce qui va être plus intéressant, c'est un graphe sur le nombre de connexions par état. La partie active, c'est la partie verte. C'est la partie que vous ne voyez pas. C'est la partie là. Il n'y a pas grand-chose de connexions qui sont réellement actives sur ce système. La partie orange-jaune, c'est le nombre de connexions qui font rien. Majoritairement, j'ai des connexions qui font rien. Donc ce type de graphe-là, il est beaucoup plus intéressant parce qu'il me permet vraiment de voir quand est-ce que j'ai de la charge. Ça ne me dit pas si mon système est surchargé au niveau CPU ou au niveau mémoire, mais il me permet de savoir à quel moment j'ai vraiment une activité en termes d'exécution de requêtes. Ça, c'est un zoom uniquement sur la partie active. Je n'ai là que les connexions actives, donc ça correspond en fait au petit machin qu'on ne voit pas très bien ici en vert. Là, ce que je vois, c'est qu'en effet, j'ai une activité beaucoup plus importante entre midi et 15 heures. Je n'ai pas grand-chose dans la nuit. Le matin, ça commence à être un petit peu plus actif, mais on reste quand même qu'à 10 connexions. Avec un max connections à 500 et seulement 10 connexions actives, on peut dire quand même que le max connections a été un petit peu surestimé. Mais en même temps, ça veut dire que même si j'ai un max connections à 500, je n'ai pas besoin d'avoir 128 CPU sur le serveur. Là maintenant, c'est un graphe sur l'utilisation du CPU. Donc utilisation à la fois utilisateur et système. Et donc là, comme c'est que la partie verte, c'est que la partie utilisateur. Ça suit quand même assez bien la courbe qu'on a là. Donc on a une utilisation CPU qui est un petit peu plus importante. On n'est clairement pas en saturation, on n'est même pas arrivé à 50% d'utilisation des CPU. Et en moyenne, on est à 5%. Donc ça, c'est l'utilisation CPU lorsque j'ai un certain nombre de connexions en fait, qui ont lieu en même temps sur le système. Max Connections, c'est donc un paramètre qu'il va falloir configurer et qu'il va falloir configurer assez finement. Alors, on verra un peu plus exactement pourquoi il faut le configurer finement. L'un des gros problèmes de Max Connections, c'est qu'il nécessite un redémarrage. Ça nécessite un redémarrage parce que ça va impacter la volumétrie des structures en mémoire partagée. Que la mémoire partagée au niveau de Postgres, en tout cas pour ce qui ne concerne pas la parallélisation, est une mémoire partagée statique qui est allouée uniquement au démarrage du serveur Postgres et qui est désallouée à l'arrêt de Postgres. Donc c'est quelque chose qui n'arrive qu'au démarrage. Si jamais je change Max Connections, comme j'ai besoin de changer la volumétrie des structures en mémoire partagée, je suis obligé de déconnecter tout le monde, dégager la mémoire partagée et la réallouer. Dégager tout le monde, ça veut dire diminuer la disponibilité du serveur Postgres. Et ce n'est pas quelque chose, encore une fois, qu'on veut voir en prod. Alors à ce sujet-là, il y a quand même un patch qui circule actuellement pour pouvoir modifier le paramètre shared buffer ratio. Et comme c'est de toute façon là aussi lié à la mémoire partagée, peut-être que ça aura un impact là-dessus. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc configurer correctement ce paramètre dès le départ, c'est quelque chose d'assez important. Si on met une valeur basse, au niveau du Max Connections, ce qui est intéressant, c'est qu'on va consommer moins de mémoire partagée et on va permettre de consacrer plus de mémoire privée par session. Donc notamment si j'ai un serveur BI ou un serveur qui va en fait avoir peu de sessions simultanées en commun et par contre qui exécute des requêtes particulièrement intensives, j'aurais tendance à diminuer le Max Connections pour pouvoir augmenter le workmem et le maintenance workmem. Le problème, c'est que je risque de me retrouver, si je le descends vraiment très très bas, à une position telle que je ne vais pas avoir assez de slots de connexion pour mes utilisateurs. Et avec Postgres, ça c'est assez gênant. Si jamais vous avez tous vos slots de connexion qui sont utilisés, vous allez avoir ces deux types d'erreurs qui vont apparaître. Vous avez peut-être déjà vu ces types d'erreurs-là. Oui, je vois qu'il y en a certains qui se marrent. Le sorry too many clients already, c'est quelque chose, à mon avis, qu'on a à peu près tous eu. C'est un message qu'on a lorsque tous les slots de connexion ont été utilisés. Certains peuvent avoir aussi le message juste au-dessus, où on indique que certains slots de connexion sont réservés pour les super utilisateurs.
En effet, on a une configuration d'un Postgres qui permet de dire je réserve un certain nombre de connexions au super utilisateur. Donc dans ce cas-là, c'est ce paramètre-là, il est configuré par défaut à la valeur 3. On a au minimum 3 connexions qui sont réservées aux administrateurs. Ça, à condition que tout le monde ne se connecte pas en tant qu'administrateur, parce que là, dans ce cas-là, cette protection n'existe plus. C'est déjà arrivé chez un client. C'est un peu problématique. À partir de la version 16, on a un autre paramètre qui est apparu, qui est le Reserve Connections, qui permet de réserver aussi des connexions à d'autres utilisateurs qui, eux, sont membres d'un rôle particulier. Mais en règle générale, les deux seuls paramètres qui sont configurés, donc c'est le Max Connections plus le Super User Reserve Connections. Le Max Connections par défaut est à 100, le Super User Reserve Connections est à 3. Donc normalement, pour des utilisateurs standards, vous n'avez que 97 slots qui sont disponibles. Si vous arrivez au bout de ces 97 slots, vous prenez ce message-là. Donc on va essayer de mettre une valeur plus haute. Ça va permettre de répondre à plus de clients. Le problème de pouvoir répondre à plus de clients qui peuvent exécuter des requêtes en même temps, c'est qu'il va falloir avoir un nombre de CPU qui sont en adéquation. Alors pas 1 pour 1, mais il faut que votre nombre de CPU puisse répondre sans trop de latence aux différentes requêtes qui sont exécutées par les différents utilisateurs qui sont connectés. On peut se retrouver avec ce genre de cas, où cette fois-ci, je me trouve avec pratiquement 300 connexions qui exécutent des requêtes en même temps. Si je me trouve sur un bi-CPU, ça va être compliqué. Si chaque CPU est censé gérer 150 requêtes en même temps, pseudo en même temps, forcément il va y avoir des latences. Il y a une petite complexité qui s'est rajoutée, alors qui n'existe plus depuis la version 14, mais en soi, une session qui n'exécute pas de requête, elle ne va pas consommer de CPU, ou elle va consommer très peu de CPU. Mais en fait, sa présence seule va faire consommer du CPU aux sessions qui sont réellement actives. Pourquoi ça? Une session active, elle récupère des informations sur les sessions en cours. Donc plus j'ai de sessions en cours, même si elles n'exécutent rien, plus cette récupération d'informations va prendre du temps, et donc moins mon nombre de transactions va être important. Ça, c'est des travaux qu'a fait principalement Andres Freund. Il a fait des tas de tests, donc ça c'était avant la version 14, où il regardait un petit peu le nombre de transactions par seconde qu'il avait suivant le nombre de connexions qui étaient faites sur le serveur Postgres. Donc là, ce que vous avez sur ce graphe-là, ici, c'est le nombre de connexions qui ne font rien, donc 0, 2000, 4000, etc., jusqu'à 10 000. Et là, c'est le nombre de transactions par seconde qu'ils voyaient. Donc là, par exemple, pour cette partie-là, on est à un petit peu plus de 2000 connexions, une seule active. Le nombre de transactions par seconde, il est passé de pratiquement 35 000 à un petit peu au-dessus de 25 000. Et plus le nombre de connexions est important, le nombre de connexions inactives est important, et plus le nombre de transactions par seconde descend. Et là, on divise par 2. Une seule connexion active, 10 000 connexions inactives, et on passe de pratiquement 35 000 à pratiquement 15 000. Et ça, quel que soit le nombre de connexions qui sont réellement actives. Là, avec 48 connexions actives, évidemment, lorsqu'on n'a que 100 utilisateurs qui sont connectés, avec 48 qui sont actifs et donc 52 qui sont inactifs, on est dans les 1 million de transactions par seconde. Mais si vous en avez 10 000 qui sont inactives et 48 qui sont actives, on est descendu à 400 000 transactions par seconde. Donc le nombre de sessions inactives est important parce qu'il va vous faire perdre en performance pour les requêtes, enfin pour les sessions qui exécutent des requêtes. Ça, c'est vrai jusqu'en version 14. Il y a des patchs qui ont été appliqués sur la version 14 qui permettent de lutter contre ça et d'avoir de meilleures performances. Que conclure de tout ça? Augmenter le max connection, ce n'est pas forcément une bonne idée. Certes, ça va permettre aux utilisateurs de se connecter et de ne pas justement atteindre ce plafond. Mais en même temps, si vous avez énormément de sessions qui sont inactives, elles vont vous faire perdre en performance. Toute session connectée consomme ou fait consommer du CPU.
Autre point à avoir sur les connexions. Se connecter à Postgres, ça prend du temps. Une connexion à Postgres, ça veut dire lancer un processus, et quand on lance un processus, il y a toute cette opération de fork, d'authentification, de mise en place du snapshot de base de données qui vont permettre aux requêtes de s'exécuter. Tout ça, ça prend du temps. C'est quelque chose qu'on avait du mal encore à quantifier jusqu'à maintenant. Et il se trouve que Melanie Pledgeman a fait un patch sur la version 18 qui permet justement de quantifier ça. Ce patch, il change en fait la façon dont le paramètre log connections fonctionne, dans le sens où auparavant, ils indiquaient simplement qui s'est connecté à quelle base de données, etc. Maintenant, ce que ça va permettre de savoir, c'est aussi le temps qui est passé sur l'authentification de la connexion, sur le fork et sur toute la partie connexion en elle-même. Ce qui nous permet d'avoir ce joli graphe. Ça, c'est la durée des étapes d'une connexion. Donc, la partie verte, c'est la durée totale de mise en place de la connexion. La partie bleue, c'est l'authentification. Et la partie orange, c'est juste le fait de faire un fork du processus. Donc, j'ai à peu près 0,2 millisecondes pour la partie authentification. Alors, ma partie authentification, elle était basique, hein, c'était du trust, c'est pas de l'authentification. Mais c'est pour ça que c'est rapide. Ce serait sur un LDAP, ce serait autre chose. Le fork, 0,5 millisecondes. Et au total, 2,5 millisecondes. Si vous avez en fait un serveur web qui essaye de créer une page web à partir de requêtes qu'il va exécuter sur le serveur Postgres, et que pour ça, il a besoin de se connecter au serveur, on perd déjà 2,5 millisecondes, rien que pour la partie connexion. Donc un pooler de connexion, ce qui va vous permettre, c'est justement d'éviter ça. C'est d'éviter cette partie authentification. Pas authentification, pardon. Réalisation de la connexion. Là, ce que j'ai mis dans le graphe, c'est la durée moyenne de la connexion par rapport à la durée de la session. J'ai des sessions sur cette application-là qui prenaient généralement 30 millisecondes et j'avais à peu près 3 millisecondes pour la connexion. Donc en gros, je passe 10% du temps de la session juste pour la partie connexion. Et ça, c'est sans pooler. Si je ne mets pas le pooler, j'ai ça. Si je mets un pooler, j'ai plus cette partie durée de la connexion. Et ça me change mon nombre de transactions par seconde de manière assez importante. Exactement le même test, avec et sans pooler, ça me donne ça. Ça, c'est le nombre de transactions par seconde. En vert, sans pgbouncer. En jaune, avec pgbouncer. Je fais exactement la même chose que le test qui était avant. Donc un pgbench avec 10 clients qui se connectent à chaque fois pendant 10 minutes. Et bien, j'obtiens ça. Avec une version vraiment de base de pgbouncer, une configuration de base, j'ai vraiment rien changé. J'ai juste un pgbench qui fait un select, qui fait pas select, pardon, qui fait son scénario par défaut. Donc, pas vraiment énormément d'activité. Je passe quand même de 200 transactions par seconde à 800 transactions par seconde. Donc on se dit que ça peut peut-être valoir le coup en fait d'avoir des connexions qui sont inactives si c'est justement pour pouvoir les réutiliser grâce au pooler de connexion. Pour finir, je vais fournir deux petites infos supplémentaires, une sur des statistiques plus ou moins représentatives sur la configuration de Mux Connection sur les clients chez qui j'ai pu faire des audits, et puis une petite info spéciale sur la partie configuration entre un primaire et un secondaire. J'ai regardé un petit peu ce qu'ils avaient comme Max Connections. 3/4 du temps, c'est entre 0 et 500. C'est assez rare que ça va au-dessus. Mais on a quand même un certain nombre de clients qui vont aller jusqu'à 1000, voire même au-dessus. Si j'essaye d'avoir quelque chose un petit peu plus détaillé, c'est ça que j'ai. 32 utilisateurs qui sont avec le Max Connections à la valeur par défaut, 100. 34 qui sont à 200, et puis ensuite, voilà, on en a quelques-uns qui sont un petit peu à droite à gauche. Il y en a quand même 2 qui sont à 9000. La petite info sur la différence entre primaire et secondaire. Faites attention lorsque vous modifiez votre paramètre Max Connections.
Généralement, un primaire et un secondaire vont avoir la même configuration. Peut arriver que ça diffère. La valeur sur primaire, elle doit toujours être inférieure ou égale à celle sur secondaire. Donc si vous modifiez votre mask connections et que vous commencez par le primaire, vous n'arriverez pas à redémarrer le primaire. Vous devez d'abord le modifier sur le secondaire. Et ensuite, vous pourrez le modifier sur le primaire. Voilà, donc le max connections en lui-même, ça a l'air d'être un paramètre assez simple, mais c'est quelque chose quand même qui est assez complexe à configurer, et malheureusement, il va falloir le configurer bien pratiquement dès le début, parce que sinon, vous allez devoir redémarrer Postgres pour ça. S'il y a 3 points qui me paraissent particulièrement importants à conserver suite à cette présentation, la première chose, n'oubliez pas l'adéquation nécessaire entre nombre de sessions et nombre de CPU. Si vous augmentez votre max connection, c'est que vous vous attendez à avoir plus d'utilisateurs qui sont connectés, qui vont exécuter plus de requêtes, et donc potentiellement, vous avez besoin de plus de CPU. Deuxième point, l'utilisation d'un pooler peut aider à utiliser les CPU présents, et donc de ne pas avoir à augmenter ce nombre de CPU. Et enfin, préférer un pooler de connexion à un max connections énorme. On a des utilisateurs, de toute façon, je l'ai montré tout à l'heure, qui décident d'avoir 4000 à 9000 pour le max connections. C'est quelque chose que nous, on déconseille fortement. On conseille plutôt de mettre en place un pooler de connexion pour pouvoir mieux utiliser les connexions qui sont déjà utilisées et ne pas en avoir trop qui sont en idle. Et voilà pour moi. Merci Guillaume. Nous avons un peu de temps pour 2-3 questions, si jamais vous en voulez. Des questions ? Merci Guillaume pour la présentation, c'était très intéressant. Il y a un truc que tu n'as peut-être pas abordé qui rejoint ça, ou peut-être tu as déjà vu quelque part, mais j'ai déjà vu des cas d'applications qui utilisaient très peu de connexions, du genre une cinquantaine de connexions, mais avec les monitoring, c'est très dur de voir ça. Les connexions ont une durée de vie très courte. Et du coup, ça faisait qu'on consommait 100% du temps de CPU et sans pourtant rien faire. Il n'y avait pas de trafic disque, rien du tout. C'est juste vraiment la CPU qui explose. Et quand on regarde, il n'y a pas de requête, il n'y a rien qui se passe. Juste la reconnexion. Dans ce cas-là, quelles astuces tu penses qu'on peut considérer? Alors là, ça va être en effet très compliqué à gérer. On a déjà eu en effet ce cas-là et je ne l'ai absolument pas abordé là-dessus, c'est bien vu. Moi, la seule chose que je peux conseiller en fait dans ce cadre-là, c'est de mettre en place pgstat-statements pour voir réellement quel est le nombre de requêtes qui sont exécutées. Parce qu'on ne va pas pouvoir les tracer. S'il y en a tant que ça va être impossible à tracer. Donc seul le max connections en fait, va permettre de voir qu'il y a ces exécutions qui sont faites. L'autre chose qui nous permettrait de voir qu'il y a beaucoup d'exécutions quand même qui ont lieu, même si on ne voit rien via la commande PS ou via le pgstat-activity, ce serait de regarder le nombre de transactions qui sont committées et rollbackées au niveau de la vue système pgstat-database, parce que ça permettra de voir qu'il y a quand même réellement un travail qui est fait. Le seul problème que tu as eu dans ce cadre-là, c'est que tu ne voyais pas en fait qu'il y avait une activité. Quand on regarde avec la commande PS et qu'on arrive à voir qu'il y a des ordres select, update, etc. qui s'exécutent, c'est le PS, enfin la commande en fait elle est indiquée qu'à partir du moment où la requête va être assez longue. Donc si elle est extrêmement rapide, on ne verra rien. Et dans le pgstat-activity, pareil, on ne verra rien. Donc le seul moyen, c'est de regarder en effet la partie exact commit et exact rollback de pgstat-database et avec un pgstat-statements pour récupérer les requêtes qui sont exécutées. Mais en dehors de ça, je ne vois pas comment on peut faire. Juste Guillaume, ouais. Tu as parlé de pgstat-database. Dedans, tu as les sessions time et le nombre de sessions actives et compagnie. Oui, donc, sur les dernières versions, en effet. Ouais. Ouais. Et j'aurais dû aller à ton atelier parce que tu en as parlé, c'est ça? Ouais. Exactement. Oui, bonjour, je suis Pierre-Marie Petit. J'ai une petite question par rapport au PG Bouncer. Moi, il m'arrive souvent d'avoir des cas où je constate qu'il y a
effectivement pas de PG Bouncer, je dis qu'il faudrait mettre un pool de connexion. Et Ouais. le développeur ou l'équipe en face me dit, mais non, on n'a pas besoin parce qu'en fait, dans la Hibernate ou Framework, on a déjà un pool applicatif. Ouais. Comment détecter ça qui éviterait de mettre deux poolers? Moi, j'aurais tendance à mettre un bouncer parce que j'ai la main et je le vois. Et de l'autre côté, on a un pool applicatif qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas comment il est configuré. Et comment éviter le double pooler? Enfin, je ne sais pas trop comment réagir face à ça. Alors moi, la seule chose que je peux dire à ce sujet-là, c'est que j'ai plus les slides, c'est pas grave. Généralement, en fait, dans les graphes qui nous montrent le nombre de connexions, merci, on va avoir, si j'y arrive, voilà, on va avoir ça en fait. On va avoir toujours un nombre minimum de connexions qui vont être établies. C'est ça, moi, qui m'indique que j'ai en effet un pooler derrière. C'est parce que j'ai déjà des connexions et en fait un slot de connexion qui est déjà pré-réservé et qui ne fait rien. C'est le seul moyen, à ma connaissance, au niveau de Postgres pour le voir. Un double pooler, ça peut gêner, ça peut compliquer. Pour moi, ça va compliquer de toute façon la configuration. Et ça Non, mais va je veux dire, si je mets un bouncer et qu'en face on me dit 3 semaines après, ah, on t'a pas dit, mais on avait mis notre framework a déjà son pool applicatif. En fait, je fais pire que mieux, quoi, dans ces cas-là. Oui, tout à fait. Ouais. Enfin, pour moi, en effet, c'est pire que mieux. Il vaut mieux n'avoir qu'un seul pooler et que ce pooler soit bien configuré et bien géré. Donc en effet, si on a installé un PG Bouncer alors qu'il y a déjà un pooler, mon conseil principalement, si les développeurs ne veulent pas dégager leur pooler, Hibernate ou autre, c'est d'enlever le PG Bouncer. Parce que ça fait des étages supplémentaires. Alors déjà, ça va ralentir, ça va faire des latences supplémentaires, et puis pour une efficacité qui ne sert à rien en fait. Voilà, malheureusement, nous n'avons plus de temps pour des questions. En tout cas, si jamais vous en avez, n'hésitez pas à contacter Guillaume, qui sera juste là. C'est aussi l'avantage d'être en conférence, c'est qu'on peut poser des questions à Guillaume. Merci. Merci.